Imaginez 9 randonneurs expérimentés, morts dans des conditions inexplicables au cœur des montagnes glacées de l'Oural. Que s'est-il réellement passé cette nuit de février 1959 sur le col Dyatlov? Et si la vérité était encore plus étrange que toutes les théories imaginées? Nous sommes le 23 janvier 1959. Un groupe de 10 étudiants et diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, mené par Igor Dyatlov, se lance dans une expédition ambitieuse. Leur objectif, atteindre le mont Otorten, une ascension de catégorie 3, la plus difficile de la saison. Ces jeunes ne sont pas des amateurs, ce sont des skieurs et des randonneurs chevronnés, habitués aux conditions extrêmes de la Sibérie. Leur voyage débute avec enthousiasme, immortalisé par les photos et les journaux intimes qu'ils tiennent scrupuleusement. Les images montrent des visages souriants, des paysages enneigés à perte de vue, et la camaraderie d'un groupe soudé face aux éléments. Pourtant, le 28 janvier, l'un des membres, Yuri Yudin, est contraint de rebrousser chemin à cause de douleurs articulaires. Ce coup du sort lui sauvera la vie. Le 1er février, le groupe restant, désormais composé de 9 personnes, entame l'ascension de la montagne Kolatcharl, dont le nom, dans la langue locale Mansi, signifie « la montagne morte ». Pris par des conditions météorologiques qui se dégradent, ils décident de planter leur tente sur le flanc de la montagne, un choix étrange et dangereux, plutôt que de redescendre dans une zone plus abritée. C'est la dernière décision qu'ils prendront. Le 12 février était la date prévue de leur retour. Les jours passent, sans aucun signe de vie. L'inquiétude monte, et le 20 février, une vaste opération de recherche est lancée. 6 jours plus tard, le 26 février, les sauveteurs découvrent la scène qui va hanter les esprits pendant des décennies. La tente du groupe est retrouvée, mais elle est à moitié ensevelie sous la neige, et, chose terrifiante, elle a été lacérée de l'intérieur. Les empreintes de pas autour de la tente racontent une histoire de panique. 8 ou 9 paires de traces descendent la pente, mais les pas indiquent que les randonneurs étaient soit pieds nus, soit en chaussettes, malgré des températures avoisinant les 30 degrés Celsius. Pourquoi auraient-ils fui leur abri dans une telle précipitation, sans même prendre le temps de s'habiller? À environ 1,5 km en contrebas, près de la lisière d'une forêt, les premiers corps sont découverts. Ceux de Yuri Krivonichenko et Yuri Doroshenko, près des restes d'un feu de camp. Ils ne portent que leurs sous-vêtements. Leurs mains sont brûlées, comme s'ils avaient désespérément tenté de se réchauffer ou d'appeler à l'aide. Plus loin, en direction de la tente, gisent les corps d'Igor Dyatlov, Zinaïda Kolmogorova et Rustem Slobodin. Ils semblent être morts en tentant de regagner leur camp. Leur position suggère une lutte acharnée contre le froid et l'épuisement. Mais rien n'explique leur fuite initiale. Il faudra attendre plus de 2 mois, avec la fonte des neiges, pour que les 4 derniers randonneurs soient retrouvés, enfouis sous 4 mètres de neige dans un ravin. Et c'est là que le mystère s'épaissit encore. Ces 4 corps présentent des blessures internes terribles. Lyudmila Dubinina et Semyon Zolotaryov ont des côtes fracturées, des blessures comparables à celles d'un accident de voiture à grande vitesse. Alexander Kolevatov a le crâne déformé. Et le plus étrange, Dubinina n'a plus sa langue, ni ses yeux. Pourtant, leur corps ne montre quasiment aucun signe de traumatisme externe. Les enquêteurs soviétiques sont déconcertés. Le rapport officiel conclut que les randonneurs sont morts à cause d'une force naturelle irrésistible. Une explication vague qui ne satisfait personne et qui ouvre la porte à d'innombrables théories. La première et la plus rationnelle est celle de l'avalanche. Une plaque de neige aurait pu se détacher et frapper la tente, provoquant la panique. Les randonneurs auraient découpé la toile pour s'échapper et, désorientés dans le blizzard, se seraient perdus et seraient morts de froid. Cette théorie explique la fuite et l'hypothermie. Mais elle n'explique pas les blessures internes massives sans dégâts externes, ni le fait que la tente n'était pas complètement ensevelie. De plus, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace évidente d'avalanche sur le site. Vient alors une théorie plus militaire. La région de l'Oural était un site sensible durant la guerre froide, utilisé pour des essais d'armes secrètes. Certains pensent que les randonneurs ont été les témoins involontaires d'un test de missile ou d'une autre arme expérimentale. Les blessures violentes, les traces de radiation détectées sur certains de leurs vêtements
et la couleur étrange, presque orangée, de la peau des victimes pourraient corroborer cette hypothèse. Le gouvernement aurait-il étouffé l'affaire pour cacher un secret d'État? Une autre hypothèse, plus exotique, évoque une rencontre avec une entité non humaine. Des témoignages de l'époque font état de sphères lumineuses, oranges, observées dans le ciel de la région la nuit de l'incident. Ces ovnis auraient-ils pu interagir avec le groupe, les effrayer au point de les faire fuir, voire leur infliger ces blessures inexplicables? C'est une idée qui fascine, mais qui manque cruellement de preuves tangibles. Il y a aussi la piste des infrasons. Certains phénomènes naturels, comme le vent s'engouffrant dans des formations rocheuses particulières, peuvent générer des sons de très basse fréquence, inaudibles pour l'oreille humaine. Ces infrasons peuvent provoquer un sentiment de panique intense, des nausées et une angoisse irrationnelle. Les randonneurs auraient-ils été victimes de cet effet psychologique, les poussant à une fuite folle et autodestructrice? Enfin, on ne peut écarter la possibilité d'une attaque, qu'elle soit humaine ou animale. La tribu locale Mansi a été initialement suspectée, mais rapidement innocentée. Les blessures ne correspondaient à aucune attaque connue, et les Mansi considérèrent cette montagne comme sacrée et dangereuse, l'évitant à tout prix. Une attaque animale, comme celle d'un ours? Peu probable en plein hiver, et les traces n'étaient pas compatibles. Ce qui est certain, c'est que quelque chose d'absolument terrifiant a poussé 9 personnes expérimentées à abandonner la sécurité relative de leur tente pour affronter une mort certaine dans le froid glacial. Ils n'ont pas fui une menace visible comme une avalanche classique. Ils ont fui quelque chose qu'ils percevaient comme un danger immédiat et mortel, à l'intérieur même de leur esprit, ou juste devant leurs yeux. Le mystère reste entier, une blessure ouverte dans l'histoire des énigmes non résolues. Chaque théorie apporte un élément de réponse, mais aucune ne parvient à rassembler toutes les pièces de ce puzzle macabre. La fuite désespérée, les blessures dignes d'une force surhumaine, les membres manquants, le silence des autorités, tout contribue à faire de l'incident du col Dyatlov une histoire qui défie la logique. Plus de 60 ans après, la montagne morte garde son secret. Peut-être que la vérité est une combinaison de plusieurs de ces théories, ou peut-être est-ce quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Le col Dyatlov nous rappelle que malgré toute notre science et notre raison, il existe encore des endroits sur Terre où l'inexplicable règne en maître. Et vous, quelle théorie vous semble la plus plausible? Une avalanche, un secret militaire, un phénomène naturel rare ou quelque chose de complètement différent? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si ce genre de mystère vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.